Madame, Monsieur, bonjour. Un plaisir de vous retrouver en pleine forme cette semaine. Dans quelques minutes, nous allons débattre de faits de société, découvrir entre autres des entrepreneurs qui innovent dans un domaine encore inconnu. Tenez-vous bien de la craie Made in Bénin. Bienvenue donc à tous. Vol, escroquerie ou abus de langage, quel que soit le nom que vous lui donnez, les actes ainsi qualifiés sont bien présents dans notre pays et plus accrus actuellement. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a dévoilé un répertoire contenant les numéros de téléphone qui ont été utilisés une fois dans l'un des cas cités. Comment savoir si son numéro en fait partie? On en parle avec Rebecca. Miss Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Adonis et bonjour aux téléspectateurs. Toujours un plaisir de vous retrouver les jeudis. Adonis, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Rebecca, bonjour chers téléspectateurs. Les jeudis et les vendredis. Les vendredis en différé. En différé, et par voilà. quinzaine. Merci pour la précision. Et pas quinzaine. Tu avais besoin de préciser ça. Oui, par quinzaine. D'accord. Tu nous as fait ce coup-là, on n'était pas d'accord parce que j'ai testé pour vous, tout le monde sait, on est abonné. Je sais, ne vous inquiétez pas. C'est toujours pour vous avoir de la bonne moisson quand même. Pour être toujours en forme surtout. Il lui Exactement. faut du repos, elle travaille beaucoup. Ou Ce n'est bien- un secret pour personne. Alors ton numéro, est-ce que ton numéro est dans le lot? Non. Affirmatif. Non. Tu as cherché, tu as tapé son numéro et tu as retrouvé son nom, c'est Oui. ça? Bon, ça a Ok. été quand même le premier réflexe, chercher mon numéro parmi ces numéros qui sont affichés certainement. Beaucoup ont reçu cette notification de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI qui a publié des numéros de téléphone qui seraient impliqués dans des cas d'arnaque ou d'escroquerie ou autres formes d'incidents de sécurité informatique. Ces numéros sont donc affichés sur le site, sur les différents sites du gouvernement et plus précisément sur le site de l'ANSSI. Alors Mylène a posé quelques questions tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut accéder à ces numéros? Est-ce que votre numéro est dedans? Est-ce que parmi ces numéros, il y a des numéros qui vous ont contacté? En tout cas, je vous propose de suivre ensemble les explications du capitaine de l'équipe nationale de réponse aux incidents de sécurité informatique. Nous avons reçu plusieurs numéros qui ont été impliqués dans des incidents de cybercriminalité. Et donc, c'est une partie, ces numéros que vous avez vus sur Internet, c'est une partie de ces numéros qui nous ont été soumis, que nous avons publiés. Une partie, pourquoi? Parce que la cybercriminalité, c'est un jeu du chat et de la souris. Donc, les cybercriminels au Bénin, ils sont assez rusés, c'est bien connu. Et beaucoup utilisent de fausses identités. Ils utilisent de fausses cartes d'identité pour s'enregistrer auprès des réseaux sociaux, ce qui est un phénomène que nous déplorons. Et donc, il est très difficile de remonter à eux, même quand nous faisons nos investigations, nous allons finir. Les identités que nous fournissent, par exemple, les opérateurs téléphoniques, c'est des fausses identités qui ne nous permettent pas de remonter souvent à ces cybercriminels eux-mêmes. Donc, c'est à ce titre que nous avons pensé à établir une liste, comme par exemple, pour ceux qui sont dans la sécurité informatique, une liste, ils connaissent bien ce qu'on appelle une liste d'IP blacklistée, une liste noire d'adresses IP, qui sont des adresses IP qui sont utilisées dans des actes de cybercriminalité pour pouvoir alerter les citoyens au cas où ces gens de numéros contactent les citoyens. Ils savent en même temps que ces numéros sont des numéros suspects qui pourraient les emmener dans des conversations en vue de les arnaquer. Et je sais que à présent, après avoir suivi ces explications, vous vous posez la question sans doute de savoir est-ce que le fait de publier ces informations sur les réseaux sociaux ne va pas à l'encontre du code du numérique ou du respect de la vie privée? Évidemment, vous vous en doutez, et là aussi est une agence gouvernementale, une agence qui s'occupe de la sécurité informatique. Donc forcément, cette agence-là a dû quand même faire des recherches, a dû penser à ça. Donc, je vous propose de le suivre à nouveau. Je sais que beaucoup de gens sont un peu surpris par cette publication, mais il faut savoir que si on regarde bien sur le site, on va voir que nous mettons identité présumée. Donc, d'abord, c'est des numéros
dont les cas investigués n'ont conduit à rien. Ce n'est pas des cas qui sont devant la justice, ce n'est pas des cas en cours d'investigation, c'est des cas déjà investigués et dont nous sommes à 95% sûrs que ça ne mènera pas vraiment à un résultat parce que l'identité de ces personnes est absolument introuvable. Donc, c'est face à cette impossibilité de pouvoir déterminer qui est derrière ce numéro qu'on publie ce numéro-là pour alerter les gens, parce que ces numéros continuent d'opérer, pour alerter les gens au cas où quelqu'un vous contacte avec ce numéro. Faites attention parce que potentiellement c'est un cyberarnaqueur qui essaie de vous gruger. Non, ce n'est pas des cas devant la justice, donc ça ne pose pas de problème de divulgation d'informations confidentielles. Ce n'est pas des vraies identités qui sont publiées sur le site. Donc pour ce qui concerne la protection de la vie privée que les gens pourraient craindre, les identités qui sont là, la liste même bien identités présumées, c'est des fausses identités. Donc, ce n'est pas des noms de personnes, mais c'est les identités que ces gens sont utilisés pour effectuer leur arnaque. Donc, encore là, ça respecte les politiques de protection de vie privée. Ce n'est pas des citoyens qui sont mis sur le marché, on va dire, pour pouvoir les vilipender, non. Donc, c'est absolument un concept de liste noire que les gens devraient intégrer dans leurs contacts et dont nous songeons même à faire un fichier qu'on appelle un fichier VCard que les gens pourront télécharger et importer dans leurs contacts avec des noms bien explicites et dès que ce numéro vous contacte, vous savez automatiquement que c'est des numéros qui sont dangereux. Donc voilà à peu près le concept. Donc chaque fois que ce numéro contacte un citoyen, qu'il prenne la peine de nous contacter ou de contacter directement l'OCRC, c'est valable. Et nous travaillons ensemble. Et voilà, vous avez tout entendu, tout est dit. Vous pouvez télécharger cette liste et la garder en sécurité dès que vous soupçonnez quelque chose ou qu'un numéro vous appelle et que ce numéro... Parce que parfois, il y a des numéros qui nous contactent. Quand on met le numéro sur cette application-là, Truecaller, on n'a pas forcément l'identité de la personne. Donc, quand vous avez de doutes, tout simplement, allez sur le site de la BJCERT, l'équipe de réponse aux incidents de sécurité informatique, une équipe qui est installée au sein de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Voilà, ce sera tout aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'enregistrer tous ces numéros ou c'est trop les numéros Si, vous avez la possibilité de télécharger la liste et de garder. Donc, à chaque fois de les enregistrer sur notre téléphone, dans notre répertoire. Donc, si tu as autant de... automatiquement, on sait qui c'est. Si tu as assez d'espace sur ton portable, tu peux le faire. Mais il faut avoir du temps écrit chaque... Encore que ce n'est pas uniquement des numéros du Bénin. Ça peut être des numéros de pays voisins. Aussi, il faut faire attention, il ne faut pas avoir plusieurs numéros comme on en a eu l'habitude il y a peu, parce que déjà, tous les numéros sont enregistrés au nom du propriétaire. Oui, il faut pas se disperser surtout. Exactement. Moi, j'ai juste une inquiétude par rapport à la vie privée soulevée tout à l'heure par le capitaine de l'équipe de réponse. Il y a un phénomène qui s'observe, il a parlé d'identité présumée. Certains numéros sont affichés avec des numéros de certaines personnes qui ne sont même pas au courant parce qu'ils sont allés faire des photocopies avec le carte d'identité et ou bien les cartes d'identité ont été volés ou perdus et ces personnes ont pris pour les enregistrer. Donc ça fait déjà aussi des risques de... Justement, cela va vous permettre. Vous savez, il est déjà arrivé qu'on utilise le même numéro avec d'autres personnes sans pour autant savoir que nous sommes plusieurs à utiliser ce numéro. Mais ces numéros affichés par l'ANSSI, justement, vous permettent de savoir. Si par exemple, tel que tu le dis, tu es allé faire une opération et que tu as laissé ta carte d'identité, quelqu'un d'autre usurpe ton identité. Et grâce à cet affichage-là, quand même, tu as la possibilité de savoir maintenant, mon numéro est utilisé par telle personne, je vais rapidement voir l'ANSSI, je vais rapidement voir l'OCRC pour régler cette affaire-là. Donc, je trouve qu'en fait, c'était... Vu qu'on a... Oui, le nom aussi. Le nom aussi, oui. Oui. Parce qu'ils ont mis identité présumée. Et c'est pour cela que c'est accompagné, la liste, c'est accompagné de cette notion-là. Vérifier pour voir si votre numéro ou votre... Exactement. Et j'ai déjà vérifié mon numéro. Et tu n'as pas vu ton numéro, tu n'as pas vu ton nom non plus. Non, rien du tout. Bon, ou bien vous avez vu votre nom, c'est pour ça que vous êtes... Non, même pas.
C'est juste que, au regard du code numérique et de la loi sur la protection des données et autres, il ne faudrait pas aussi qu'on tombe aussi sur ce coup-là, c'est pour ça. Et on ne tombera pas sur ce coup. En tout cas, c'est une première et je trouve que c'est une belle initiative. Qu'on encourage, bien sûr. Oui. Rebecca, merci. Tout le plaisir. Jeudi, on se retrouve le jeudi pour de nouvelles découvertes On verra bien. tech. Oui, certainement. On te retrouve déjà demain. Oui. Tu nous testes de j'ai belles testé. choses. Comme d'habitude. Le yoga, le karaté. C'est ça que vous voulez en fait. Si je veux dire que tu essayes le yoga, c'est relaxant, c'est très intéressant. Elle est Pourquoi fatiguée, pas? t'as dit? Je prends bien note. Alors, vous le savez, la TVM est indispensable pour tous les moteurs à 4 roues. On en a d'ailleurs déjà parlé sur ce plateau avec Adonis, mais il y a une nouveauté, une application qui faciliterait la tâche aux usagers. Comme Hélène l'avait déjà dit, nous l'avons parlé hier sur ce plateau de la taxe sur le véhicule à moteur qui commence à partir des 3 roues. On avait même évoqué le nom des motos à 3 roues, Globoto ici. Eh bien, depuis le 15 mai, la police avait lancé une vaste opération de contrôle des pièces sur les axes routiers et figurait parmi les infractions le port du casque, le port du masque, le respect des couloirs de circulation, l'usage du téléphone au volant, le port de ceinture de sécurité, la plaque d'immatriculation pour les motos, la TVM, l'assurance. Eh bien, pour les personnes, le truc est intervenu le vendredi, on avait évoqué déjà cette répression pour le samedi. Beaucoup hésitaient à aller prendre la TVM parce que le samedi, n'était pas un jour ouvrable. Pour les personnes qui n'avaient pas cette possibilité, il suffisait juste de télécharger l'application MobileTask de la Direction générale des impôts pour pouvoir s'acquitter aussi bien de la TVM que d'autres tasses. Pour utiliser cette application, c'est très simple. Allez sur Google Play Store, téléchargez MobileTask, comme je l'ai dit, et il y a 2 options. Si vous êtes déjà inscrit sur cette application, il suffit juste d'entrer votre numéro de téléphone ou votre numéro IFU et ensuite vous mettez votre code. Mais pour les nouveaux utilisateurs comme Rebecca et Mylène, il faudra, on est d'accord. il faudra s'inscrire. Considérez d'abord d'une part, avant de continuer, est-ce que vous avez votre numéro IFU? Oui, je l'ai. D'accord. Donc lorsque vous avez fait la demande du numéro IFU, vous avez inscrit votre numéro de téléphone. Oui. Donc pour vous inscrire, vous devez mettre votre numéro de téléphone pour que la DGI vous envoie maintenant un code afin de créer votre mot de passe. Sauf que moi, je m'étais déplacée. Je l'avais déjà eu avant cette innovation où on peut l'avoir en ligne. Oui, oui. En fait, même quand vous avez, même sur le formulaire, vous devez forcément mettre votre numéro de téléphone. Oui. Donc c'est pour vous dire qu'en voulant vous inscrire sur l'application, vous n'avez pas besoin forcément de mettre votre numéro IFU parce que tout le monde n'a pas le numéro IFU en tête. On peut mettre le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone et vous envoie un code à 5 chiffres pour pouvoir vous permettre de créer votre mot de passe. Donc, dès que vous créez votre mot de passe, vous vous faites connecter, comme le dit, vous voyez un peu déjà sur l'image. Vous vous connectez avec le IFU, vous verrez afficher les véhicules que vous avez déjà liés. Bien, si vous n'avez pas lié de véhicule, vous allez lier le véhicule en suivant un peu le processus. Qu'est-ce que vous mettez dans lier véhicule? C'est-à-dire qu'à chaque numéro IFU, il vous est votre véhicule est lié à ce numéro IFU. Okay. Ça, c'est pour les personnes qui n'avaient pas, lors de du dédouanement de votre véhicule, de présenter leur numéro IFU. Mais pour toutes les personnes depuis 2019-20 qui veulent dédouaner le véhicule, on leur demande leur numéro IFU. Donc, à chaque fois que vous faites sortir un véhicule du port, le véhicule est automatiquement lié à votre numéro IFU. Donc, vous allez en même temps avoir la liste de tous vos véhicules directement sur l'application. On en a plusieurs, bien sûr. Voilà, donc... Dès que vous êtes là, vous êtes sur l'application et vous présentez le véhicule, vous payez aussi bien, soit l'année en cours, soit les années antérieures, le TVM à l'aide de Mobile Money. Est-ce que tu as la possibilité, si déjà tu as des impayés, de payer uniquement pour cette année ou oui, on t'oblige à payer les impayés d'abord? Dès que tu payes pour l'année en cours, il te marquera qu'il faut encore payer pour les années antérieures. Bon, là, ça me change rien aussi. Tu dois toujours... Ou t'arrêter ou pas. La police, oui, ils vont contrôler la tasse sur le véhicule. Ça fait partie des infractions. Oui, en fait, je fais allusion à la question de Mylène tout à l'heure, à savoir si tu avais des impayés, tu es obligé de les payer. Si tu ne les payes pas, tu paies seulement pour ce mois-là. Est-ce que la police saura?
La police sera. Mais tu dois pas payer. Quand tu vas payer ta facture d'électricité ou d'eau, les impayés sont là. Oui, Et mais on les sait que impayés tu as sont des là. impayés. Non, ne viens pas te couper pour autant. Si, on peut Ah venir bon? te couper. Si, Ah bon? on te coupe pour les impayés. Même avec une seule facture impayée, peu importe le montant, on vient te couper. Ok. Non, même avec la police aussi, il y a cette application-là qui renseigne sur, avec la base de données de ceux qui ont d'accord. payé ou ceux qui n'ont pas payé. Donc, tout ce que nous souhaitons pour toutes les populations, c'est d'aller payer. Pour Tout éviter, payer surtout. tout payer, pour éviter d'être pris à aller payer maintenant d'autres frais supplémentaires, tels que les frais de fourrier et autres. Voilà. Oui, il y en a qui, pendant un moment, garent les véhicules à la maison. Mais quand vous les garez à la Qui maison... ne circulent que dans les ruelles de Cotonou. Oui, mais quand vous les garez, pas être attrapé. quand vous les garez à la maison, la taxe sera toujours là. Ouais. L'année va s'ajouter. Bon, ça on va. va faire le programme pour C'est pour vous. pouvoir payer. Adonis, merci. C'est nous. On a déjà notre véhicule, hein, on va payer. On y Oui, va, on va payer, juste on va après payer. l'émission. On va Bon, on payer. peut le faire déjà à partir de Peut-être l'application. qu'on a même déjà payé. En tout cas, pas moi. Alors, on va prendre les informations pêle-mêle avec Herman Amenga. Assel, bonjour. Oui, Mylène, bonjour. Adonis, Herman et puis Rebecca, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Assel. Ma seule question pour toi, c'est est-ce que tu es venu avec ce que tu dois préparer? Ouais, Non, aujourd'hui, ce c'est- qu'il cultive, on peut faire le très, déguster cru. Oui. Herman Rodrigue Amenga, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Adonis, Becca, bonjour Axel, bonjour à toutes et à tous. C'est On un est plaisir. jeudi, il a l'air épuisé. Ouais. C'est la fin de la semaine. Hein. C'est tout à fait normal. Ouais, un peu épuisé, mais bon, ça va, on reprend des forces pour aller de l'avant. Alors, tu nous parles de cette polémique liée au Egungun, qui est née sur la toile, bien sûr. Oui, alors que s'est-il passé? Le musée Château du Vaudou, situé à Strasbourg en France, a rouvert ses portes le 19 mai, donc hier, tout comme les autres musées français. Mais en prélude à cette réouverture, le musée a publié des photos de costumes Egungun sur sa page Facebook pour annoncer la couleur. Il n'en fallait pas plus pour créer la polémique. Les internautes, notamment du Bénin, n'ont pas apprécié cela, estimant qu'il s'agit là d'une désacralisation du culte Egungun. Les commentaires sont allés dans tous les sens. On a pu répertorier quelques-uns, vous allez le voir dans ce premier commentaire, cet internaute béninois qui fustige évidemment la question, comme vous allez pouvoir le voir sur cette image que nous avons répertoriée pour vous, les commentaires des internautes. Serge Padonou, pendant ce temps, on parle de retour des objets saisis par la France pendant les guerres au temps des rois. Le drame est qu'aujourd'hui, nos compatriotes vendent le patrimoine culturel et cultuel béninois pour pouvoir calmer leur ventre de la journée. Demain, nos enfants feront quoi pour récupérer ces objets sacrés de ces musées si cette fois-ci, c'est nous-mêmes qui les cédons contre des miettes de sous? C'est une interrogation. On va découvrir un autre commentaire d'un internaute qui s'est également prononcé sur la question. Je ne suis pas pour cette vulgarisation du patrimoine non seulement culturel mais aussi spirituel de l'Afrique de l'Ouest dont je suis natif. Ce sont des objets qui, une fois réalisés et sacrés, le demeurent à jamais. Faites très attention, ceux qui vous les ont remis ne vous ont pas tout dit. Et il y a un autre qui est également intervenu sur la page Facebook. Ne les accusons pas. Lui, il est resté beaucoup plus centriste. Ne les accusons pas, mais demandons comment ils se sont procurés ces éléments culturels. Quand on va bien fouiller, on verra un adepte qui a forcément fait le travail pour de l'argent. Voilà donc les avis des internautes, enfin de quelques internautes. Il y a eu plus de 800 commentaires, près de 1000 commentaires donc, sur la page Facebook. Tellement donc la polémique s'est enflée que le musée a dû se formaliser d'un communiqué pour calmer un peu les ardeurs des uns et des autres. Je cite, « Le musée se donne pour mission de valoriser, conserver et protéger un patrimoine de l'humanité. Toute l'équipe du musée fait de son mieux au quotidien pour mettre en avant ce patrimoine en le respectant. Il n'est pas question ici d'appropriation. Nous valorisons les échanges culturels et sommes ravis de travailler également avec des chercheurs et artistes d'Afrique de l'Ouest dans le cadre de notre programmation culturelle et scientifique. » Donc, a écrit le musée dans un long texte sur sa page Facebook, mais c'est loin de mettre fin à la polémique qui n'a cessé de s'enfler. Mais ça vient de nous, forcément, ou du moins ça vient d'un Béninois.
Écoutez, c'est un musée qui fait du métissage culturel, c'est un musée qui fait la promotion des objets, de tout ce qui est art, de tout ce qui est culte vaudou, lié au culte vaudou. C'est un musée vaudou, donc comme cela s'entend. Et donc, forcément, ils ne sont pas dans la logique peut-être de désacralisation. Vous le savez, on voue ici un culte au Egungun. Ici, chez nous, c'est une réalité vraiment prononcée dans la culture béninoise. Donc, cela, on lui voue un respect absolu. Donc, à la limite, on est choqué, comme tout bon béninois, de voir que ce pour lequel nous vouons un culte tellement sacré, il y en a qui n'accordent pas peut-être la même importance ou qu'il y en a qui n'accordent pas le même culte. Et donc, forcément, on est choqué. Mais ici, loin du cadre cultuel, on est dans un cadre culturel. Et donc, eux, ils font plus dans la promotion, ils sont plus dans le contenant, pas le contenu. Et le contenant, c'est quoi? C'est ce tissu très beau, c'est cette tenue d'apparat dans ce drap, ou cette tenue d'apparat dans ce drap, évidemment, des personnes qui, entre-temps, seraient revenues donc de l'au-delà. Et donc, eux, ils sont purement dans le cadre culturel, pas dans le cadre cultuel. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses. Même si on est choqué de voir cela, il va falloir quand même comprendre que c'est certainement en collaboration avec d'autres Béninois, d'autres artistes béninois qu'ils ont pu acquérir ces objets d'art. Et donc, ça rentre déjà dans le domaine de l'art. C'est compliqué de faire de l'art et donc, à un moment donné, il faut séparer le cultuel du cultuel. Est-ce que l'exposé désacralise la chose? Parce qu'on en a vu, on a vu quelqu'un qui nettoyait ou dépoussiérait le Egungun. Vous savez, on est tous un peu chauvins, on est tous un peu choqués, comme je le dis, quand on voit ce pour lequel on voue un culte absolu. Qu'on ne touche surtout pas. Surtout dans la culture, vous le savez, lorsque vous allez dans des milieux donnés, dans des sectes donnés, on vous dit lorsque vous touchez simplement à la tenue du Egungun, vous mourrez, vous tombez, vous mourrez. Ou lorsque vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas accès. Donc nous sommes ici, là, dans un cadre purement culturel. C'est vrai que c'est culturel parce que c'est lié à notre culture, en tout cas à une partie de notre culture. Mais c'est d'abord culturel parce que c'est un culte qu'on voue à une divinité. Et donc, quelque part, lorsqu'on le voit se retrouver dans un musée occidental où on ne prend pas peut-être toutes les mêmes précautions qu'il faut, on ne fait pas en amont le travail qu'il faut pour pouvoir aller vers cela, on peut en être choqué. Mais comme je le dis une fois encore, on est ici dans un cadre culturel, on est ici dans un cadre muséal. Ça s'est retrouvé dans un musée et lorsque, d'une façon ou d'une autre, quelque chose qui est culturel se retrouve dans un musée, ça, on enlève le caractère sacré. C'est en cela que vous avez des objets vaudous, des objets qu'on dit être pillés lors du sac du palais d'Abomey qui se sont retrouvés au musée du Quai Branly. Ces objets étaient également des objets sacrés. Mais dès lors qu'ils se sont retrouvés dans le musée du Quai Branly en France, tout le monde a accès. Ce n'est plus restreint à un petit nombre. Et mais là, cela s'entend. Cela peut aussi, on peut sauter quand même également sur l'occasion et faire la promotion du Egungun qui est de notre culture et que les gens ne maîtrisent pas forcément. C'est peut-être le moment où la tribune ou la formule, peut-être on peut trouver la formule à travers peut-être ce couac, expliquer encore plus ce que c'est que le Egungun et pourquoi pas briser les préjugés que les gens ont à propos. Expliquer, faire la promotion, mais tout en gardant ce que ça a sacré, de sacré, bien sûr. Bon, en même temps, moi, je comprends la réaction de ces internautes. C'est comme la dernière fois, je suis tombée sur un documentaire publié par la plateforme Brut. Et le documentaire parlait du vaudou et l'intervenant, l'expert, c'était un blanc qui parlait du vaudou. Allez lire les commentaires. Donc je comprends, c'est pas que les Blancs ne comprennent pas cette culture, c'est pas que les Blancs ne peuvent pas expliquer, mais aller à l'origine, demander aux concernés même d'opiner par rapport à tel sujet, je pense que c'est encore mieux. Donc je comprends la réaction de ces Mais je pense qu'il y en a, je parle des Blancs, des gens qui sont pas des Européens, des gens qui sont pas béninois. Il y en a qui comprennent mieux parce qu'ils s'y intéressent mieux que certains Béninois, certains Africains. Quand vous connaissez l'histoire de cette équipe du musée, pour ceux qui connaissent certains d'entre eux, ils ont eu à
s'initier à ces rythmes-là. Ils ont eu à rentrer dans certains cultes Egungun d'abord, avant même d'aller vers l'exposition. Donc, ils sont beaucoup plus maintenant dans la valorisation. Les commentaires, normalement, Tu n'en trouves aucun sens? Non. C'est normal qu'on puisse vouloir défendre notre patrimoine. Qu'est-ce que nous-mêmes on fait pour valoriser ce patrimoine? Parce que quand vous allez vouloir aller comme quand, filmer... allez. Quand vous allez vouloir filmer certains cultes, on vous dira c'est pas possible de filmer quand vous n'êtes pas initié. C'est pas possible de faire certaines choses. Or, quand certains occidentaux viennent et commencent à suivre le rythme jusqu'à un niveau donné, et ils finissent, vous ne leur dites pas à la fin, bon, ce qu'on t'a dit et autres, ça va rester. Non. Vous leur laissez, ils emportent un peu de savoir, un peu de ce culte, et quitte à aller valoriser de l'autre côté. Donc, c'est aussi un peu de notre faute quand eux veulent valoriser ce que nous-mêmes on ne De notre valorise faute, pas. en fait, tu fais allusion à quelle personne? Aux actes culturels. Écoutez, quand vous ne voulez pas prendre soin de quelque chose et que c'est les Occidentaux qui s'approchent et nous, excusez-moi du terme, on a cette réticence d'aller vers nos cultures endogènes. Nous, les Africains, nous ne voulons pas aller vers notre propre identité et que les autres sont intéressés. C'est tout à fait normal que les commentaires disent que ce n'est pas normal que les Occidentaux aillent vers nos cultures. Ben, moi, je suis contre. C'est mon avis à moi. Le musée, son nom, c'est bien évidemment Château Vaudou. Donc, ils font l'exposition de tout ce qui est lié au vaudou. Et donc, pour moi, c'est que le Egungun ne se limite pas au costume. Ça va bien au-delà. Et dans ce musée, eux se sont arrêtés au costume. Donc, on doit pouvoir faire le distinguo entre ce que je suis en train de dire depuis le début, le culturel et le culturel. Ce qu'on voit, on voit le costume. Et eux, ils valorisent le costume. Lorsque vous allez peut-être dans ce musée, on va vous dire, écoutez, tenez, voilà, ça c'est un costume Egungun qui est une réalité du Bénin qui veut que quelqu'un qui décède finalement retourne sous la forme, etc. Mais ce n'est pas animé, ce n'est porté par... Ce n'est que le costume qui permet justement en réalité de raconter un culte lié à notre pays, à notre histoire, à notre culture. Et donc, cela, entendement, ne devrait pas poser problème. Mais on a l'impression qu'à chaque fois, quand il y a des situations du genre, qu'on est un tout petit peu dans l'émotion. C'est vrai, c'est compréhensible. On est tous un tout petit peu chauvins. Il n'y a pas si longtemps que ça, le Zangbeto est sorti, ils ont fait défiler le Zangbeto en Belgique. En Haïti également. Bon, là-bas, on peut comprendre. Mais ils ont fait défiler le Zangbeto en Belgique et ça a encore suscité la polémique, le tollé général. Mais dans le même temps où on parle de métissage culturel, dans le même temps où on parle d'exporter notre culture, on s'émeut de voir que voilà, les gens qui s'intéressent à cela puissent toucher. Si on veut laisser le caractère, on veut toujours envelopper le caractère sacré des choses, on finira par ne plus rien exporter culturellement parlant. Alors, on reste en Afrique, au Ghana, juste à côté, des églises qui font le pari du numérique face au Covid. Oui, messe en ligne, quêtement par paiement mobile, funérailles en streaming. Au Ghana, la pandémie de coronavirus a changé les pratiques des églises, plus nombreuses à faire le pari donc, du numérique. Une gageure dans l'un des pays les plus religieux au monde, où soit 11% de la population est chrétienne, pour la plupart pentecôtistes ou évangélistes. Le pays a officiellement enregistré un peu moins de 100 000 cas de coronavirus, donc, dont 779 morts. Alors les pasteurs se sont adaptés à ce nouvel ordre mondial. Ils disent le culte depuis studio de radio ou en live streaming. Regardez ce que ça donne. One time, I love them. Hallelujah, hallelujah. He has promised me. He's never going to fail us. Il y a une application qui fait le buzz actuellement. Oui, Asoriba, c'est une application donc, de mise en relation entre les fidèles et leur église
qui avait vu le jour en 2015. 2500 établissements religieux sont inscrits donc, sur cette plateforme depuis l'arrivée du Covid. En mars 2020, les inscriptions ont bondi de 30%. Aux fidèles connectés, Asuriba offre également la possibilité de payer la quête en ligne. Vous le savez bien que moi, avant l'arrivée de la pandémie, les enterrements ghanéens étaient célèbres dans le monde entier par leurs cérémonies fastueuses avec musique traditionnelle, chants et danses. Mais les funérailles privées ont depuis été réduites à leur plus simple expression avec un public limité à 100 puis à 25 personnes. Une structure a ainsi flairé la bonne affaire. Elle propose désormais un service de streaming pour les enterrements. Leur credo, je cite, numériser l'industrie des funérailles. Elle se dit d'ailleurs optimiste pour l'avenir et veut croire que les funérailles en ligne perdureront même après la levée des restrictions. Donc en clair, tu peux être à la maison et suivre un enterrement, c'est bien ça? Absolument, tu te connectes sur le lien qu'on t'aurait envoyé précédemment et tu restes en communion avec la famille éplorée. Ça nous arrange, il y a des gens qui n'aiment pas aller à des enterrements. Pour les stars, quand les stars décèdent, vous êtes au Bénin ou aux États-Unis. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Là, c'est que tu n'as pas la possibilité d'y aller, tu n'as pas les moyens, tu n'es pas une personne considérée et tout. Mais là, c'est que tu peux le faire, mais vu qu'il y a pandémie, tu es obligé de rester à la maison pour pouvoir le suivre. Absolument. Et tu as flairé la bonne affaire. Donc, oui, c'est très intéressant. Et les Ghanéens, d'ailleurs, dans ce domaine, ils innovent très bien. Ah ouais. Rappelle-moi le nom de l'autre. Les Coffin Dancers. Oui. On l'a découvert sur ce plateau, vous vous en rappelez? Ils ont fait le buzz un moment, je crois que c'était en début de... Confinement. En période de confinement, où la pandémie de Covid-19 était encore à ses débuts et voilà, les chiffres étaient assez alarmants. Donc, on a pu découvrir ces Coffin Dancers qui nous ont tenus en haleine. En tout cas, ces vidéos liées au Coffin Dancers, quand ils apparaissent dans votre vidéo, c'est que... Il y a danger. Il y a danger qui vous guette. Non, même pas que la vidéo, l'instrumental. Oui. Seulement dès que tu entends ça, tu comprends réalité, déjà. Ce n'est pas l'instrumental des Coffin Dancers, c'est un instrumental utilisé d'habitude. C'est une musique ghanéenne, c'est un artiste ghanéen, c'est le morceau d'un artiste ghanéen. Ils sont allés chercher l'instrumental qu'ils ont associé au Coffin Dancers, ce qui fait que lorsque vous commencez par entendre la musique, l'image des Coffin Dancers, c'est que l'image des Coffin Dancers n'est plus loin. Attention, quelque chose se prépare. Attention, danger, comme on le dit. Edmond, merci. Tout le plaisir. Alors, Assel, on cultive ce midi de la banane plantain. Oui, tout à fait. Nous l'aimons tous bouillie, frit, quoi, cru, Rebecca? Râpé. Tout. Hein. Et toi? Tout. Hermone, Patalayi, c'est bien ça? Comme toujours. On découvre les astuces dans sa pousse. Le plantain pousse comment? Alors, la banane est un fruit à la fois très nutritif et plein de vertus, souvent insoupçonné, surtout réputé pour sa teneur en potassium, mais elle possède aussi de nombreux autres atouts qui peuvent en faire un allié au quotidien. Comment réaliser la pépinière de la banane plantain suivant cet élément? On vient de creuser le trou, un trou qui a une profondeur de 50 cm et un côté de 40 x 40, c'est-à-dire 40 cm, 40 cm, 40 cm. Vous pouvez aussi faire les trous de 40 x 40 et 40, c'est-à-dire 40 cm3. D'accord? Maintenant, la prochaine étape va consister maintenant à planter ce rejet mature qui est dans ce pot-là. Alors, pour planter le rejet, il faut d'abord incorporer dans le sol 5 kg de bouse de vache ou bien fumier de vache. Pourquoi on va utiliser le fumier de vache? Parce que le fumier de vache est riche en potassium. Et on veut produire un plant ou bien un fruitier qui va donner un fruit, un arbre qui va donner un fruit. Donc pour avoir des fruits de bonne qualité, il faut privilégier l'azote, le phosphore, le potassium, mais beaucoup plus le potassium. Et le fumier de vache est très riche en potassium, comme la vieille cendre. Là maintenant, on va se rabaisser. Là, le sol est très bon parce que c'est un sol sableux argileux. Et pour savoir que nous sommes en présence d'un bon sol, regardez. Il y a les vers de terre. Beaucoup de personnes vont trouver ça, oh là là, qu'il est dégoûtant. Ça pour qu'un sol, ce sol-là est vraiment en bonne forme, d'accord? Lorsque vous voyez des vers de terre comme ça, il ne faut pas avoir peur des vers de terre. Les vers de terre, ce n'est pas des choses dégoûtantes, non. C'est vraiment une espèce indicatrice.
une première couche qu'on va jeter sur la bouse de vache ou bien le fumier de vache. Pourquoi on jette une première couche de terre? C'est pour amortir le choc entre le fertilisant et le plant. On veut vraiment donner un peu de temps pour le bananier, pour que ça soit le bananier qui se dirige lui-même vers le fumier de vache. Est-ce que vous avez compris? Bon, là maintenant on finit avec cette étape. Assel, regardez très bien. C'est très important cette partie-là. Il faut tout faire pour ne pas casser la motte de terre. Il faut tout faire pour ne pas casser la motte de terre. On va déchirer le tronc de notre sachet comme ça. Vous avez vu que les racines ont déjà commencé par coloniser tout le substrat. C'est ça, non? Ça indique vraiment que notre travail a été un coup de succès. Donc, les racines colonisent tout le substrat. On le dépose légèrement à l'intérieur de notre tour. D'accord? La prochaine étape va consister à apporter maintenant du sable pour maintenir le tout. On maintient sérieusement le tout. Est-ce que c'est fini le travail? Le travail n'est pas terminé. Une fois terminé, on va aménager maintenant. On va maintenant aménager une couronne, un petit cercle là, d'accord? On va remonter un peu le sol autour du bananier. Alors, ce sol qu'on va remonter, ça va servir à quoi? Ça va permettre de retenir l'eau de pluie qui va rapidement tomber là. Et aussi, lorsqu'on va apporter de l'eau à la plante, ça va permettre de garder de l'eau. Et ça va permettre aussi d'amender le plant de bananier après. D'accord? Ça va permettre d'amender le bananier. Donnez, apporte donc de l'eau. Voilà le geste magique. Quand on plante quelque chose, un arbre ou bien un fruitier, c'est pas une plante, il faut toujours lui apporter de l'eau. Arrose. Donc, il faut toujours apporter de l'eau. L'eau, c'est la vie. Pour espérer avoir des fruits qui doivent venir en maturité physiologique, il faut attendre 11 mois. 11 mois, 10 mois chez les variétés très précoces et 11 mois, 12 mois, disons maximum 1 an pour avoir des régimes à récolter. La banane plantée est rentable. Comment est-ce que la banane plantée est rentable? Vous avez sur un hectare 1666 plants. D'accord? Sur un hectare, on a 1666 plants. Lorsque vous n'avez pas bien vendu au champ, vous vendez le régime au champ à 1000 francs. Lorsque vous vendez les 1000 régimes, déjà 1000 régimes, ça fait 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA, regardez, vous allez récolter 1 million de francs CFA pour la première fois, 1 million de francs CFA deux fois, troisième fois 1 million de francs CFA. Ça fait 3 millions de francs CFA sur 3 années successivement. À partir de la quatrième année, il est recommandé d'enlever la plantation et de casser le cycle pour redémarrer. Sinon, les cas de maladie vont commencer par apparaître. Agriculteur moderne, avec ces 1666 rejets, imaginez le nombre de sous que vous pouvez faire, ne serait-ce qu'avec les régimes, lorsque vous vendez au champ. Maintenant, si vous décidez de venir vendre ça à Cotonou ou bien à Porto-Novo dans les grandes villes, ou bien d'être votre propre vendeur, vous allez multiplier la marge par 4. Donc, ça fait 4 000 francs le régime. 4 000 francs que vous multipliez d'abord, si on suppose que vous avez vendu 1000 régimes sur les 1666, dans la première année, dans la deuxième année, la troisième année, ça vous fait combien? Ça fait 4 000 fois 3, ça fait combien? Ça fait 4 fois 3, 12. Ça fait 12. Voilà, donc ça fait multiplié par 4, ça fait 4 millions. D'abord 4 millions, 4 000 francs, multiplié par 1000, ça fait 4 millions. Dans les 3 années, ça fait 12 millions. Tu as raison, ça fait 12 millions. Donc, c'est de façon concrète ce qu'on peut retenir sur la rentabilité financière de la production de la banane plantain en repli du Bénin. En repli du Bénin, j'ai très bien dit en repli du Bénin. Ben, vous l'aurez compris, hein, la banane se laisse cultiver très facilement et surtout c'est rentable. Pour ceux qui veulent... Tu as retenu? Ah oui, en toute chose, il y a l'argent. Tu as ramené? Oui, un régime, c'est à la maison chez moi. On fait quoi? On fait une délégation? Lui, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver à part la peau, là, tu vas trouver quoi d'autre? Il va nous en laisser certainement. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Est-ce que quand ça va au feu, ça perd de ses vertus? Déjà, quelles sont les vertus? Les vertus, c'est riche en... c'est une excellente source en fer, le phosphore, le magnésium, c'est riche en vitamine B6 et le glucide également, quand vous consommez la banane plantain. Généralement, on nous dit que quand on met un fruit au feu, ça perd de ses vertus, tout au moins la moitié. Tout à fait. C'est pareil avec oui, la banane plantain. C'est la même chose. Sauf que bon, quand on dit
vous mettez n'importe quelle chose que vous mettez dans une marmite, ça perd toujours de ses vertus. Mais quand vous la consommez crue, vous avez toutes les vitamines que contient ce fruit-là. Et l'autre chose, il y a une différence, la grande différence entre la banane douce et la banane plantain, c'est que elle se trouve, la banane plantain sert généralement à la cuisine, mais l'autre, on la consomme régulièrement. Et Même celle-ci aussi, on la consomme directement. Hein. Ouais, oui. Mais c'est beaucoup plus. Enfin, les gens la transforment. On fait par exemple des chips, ce qu'on appelle arayue chez les bonnes dames qu'on achète. Non, le arayue, c'est le tout petit. Non, on utilise également la banane plantain pour le faire. Oui, mais quand on dit arayue, c'est que c'est tout petit. Mais pour faire des chips, il y a plusieurs types de chips. Tout à fait. Plusieurs formes et tout, mais ça, le nom ne change pas. Ouais. Marie, il a préféré griller. C'est vrai que ça a un goût particulier. Comme les Camerounais. Herman? Je mange tout, il n'y a pas de problème. À locaux. Mais après, quand c'est pas bien mûr ou qu'elle n'est pas suffisamment sucré, ça a un goût un peu ocre. C'est acre. Et ça constipe aussi quand ce n'est pas mûr. Voilà. On n'oublie pas le foufou banane. On sait que tu aimes ça. Mais n'oubliez pas, quand la banane n'est pas mûre, elle ne contient que 20% d'amidon. Alors que quand elle est bien mûre, plus l'amidon, le transforme en sucre. C'est ça qui fait que vous avez ce goût sucré de la banane. Mais quand on était enfant, on prenait même la banane non mûre, il suffisait de mettre du sel dessus et de oui. Qui a fait ça? Moi, je n'ai pas fait ça. Toi, tu as fait ça. Il a fait ça au village et tout, quoi. On n'a rien raté. Et quand c'est trop mûr, ça en perd, ça en gagne en vitamines? Non, vous avez toujours la même vitamine, sauf que vous risquez d'avoir les maux de ventre après. Mais gardez que dès que c'est mûr, il faut la consommer ou si vous voulez la transformer, la frire, il faut le faire. Parce qu'on en fait en beignet, en tali-tali. Vous connaissez le tali-tali, bien sûr. Bien gras. C'est trop gras. Parfois, c'est trop puleux aussi. C'est trop Ça dépend de la personne qui le fait. Mais est-ce qu'il y a une limite peu importe la façon dont on le fait, c'est gras. Il y a une limite à consommer la banane. Non, consommer tout le temps. C'est très, très riche. Apparemment, tout ce qu'on cultive ici, il faut consommer tout le temps. C'est souvent ce que Assel nous dit, c'est souvent sa chute. Consommer. À volo, comme on de le toute dit. façon, laisser en toute chose nuit, donc il faut savoir consommer. Laisser en prenant trop d'eau, ça nuit à la santé ça aussi. nuit. Oui, ça fait passer les vitamines. Merci. Merci Mylène. Adonis tout à l'heure. Ouais. Vous prendre du haloco. Je te suis. Alors, c'est l'un des instruments majeurs de travail de l'enseignant. La craie, on en fait usage en salle de classe pour enseigner une matière et pour faire des exercices. Mais la craie abondamment utilisée nous vient d'ailleurs. Notre référence d'aujourd'hui, nos références plutôt, puisqu'ils sont deux, travaillent à corriger cela. L'un d'eux est avec nous ce midi. On l'installe. Est-ce que vous l'avez toujours su, la craie que vous avez utilisée sur les bancs n'est pas produite au Bénin? Vous le savez? Ouais. Tu le savais, toi? Tu le savais? Non, moi je ne savais pas. Et toi? Peu importe d'où venait la craie, l'essentiel pour nous, c'est que tu t'en serves. Et il y a cette craie-là qui, quand tu écris avec ça, ça ne sort pas. Il y a un truc noir dedans. Oui. Et ça fait même mal quand on tient ça alors qu'il y a d'autres craies qui sont tellement intéressantes, qui se laissent manipuler. Et là, au fur et à mesure que vous évoluez en écrivant, vous avez l'impression d'être en communion avec la craie. Mais il y en a d'autres qui sont têtus. Parfois, c'est la faute à la craie, non? La faute à notre paresse. Ouais. Bon, bonjour. Bien peu d'entre nous avaient de l'amour pour la craie. Ah oui. Quand on nous envoyait au tableau, c'était... Moi, j'aimais pas du tout. Aller au tableau des soirs. Enfin, on aimait aller au tableau le jour, on est sûr voilà. On est sûr de détenir la réponse. C'est ça, même. Et que personne n'a la réponse. Vous apparaissez en guest star, vous démontez l'exercice. Et vous avez maintenant les lauriers du professeur. Oh, non, mais le jour où vous savez que vous êtes dans le dur, personne ne veut aller au tableau. Et Herman, même en mathématiques En maths, c'était mort. En maths, il n'y a rien du tout. Il n'avait jamais la réponse. Domaine de définition, oui. À part ça, il n'y a plus rien. Bonjour, bienvenue. Okay, bonjour Mylène Fanon. C'est Touné, c'est bien ça? Oui, Touné à Gonçano.
Comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Ça va très bien. Alors, avec votre binôme, vous nous fabriquez de la craie made in Benin. C'est bien ça? Exactement, avec mon binôme que je salue au passage, Abdel Sissi, nous fabriquons des craies made in Benin. Alors, quand on parle de craie, j'ai entendu Eman le dire tout à l'heure que le plus important, c'est d'avoir la craie pour écrire avec. Alors, souffre un peu quand même que moi, je ne suis pas vraiment d'accord, tout simplement parce que, tu vois, aujourd'hui, quand moi j'ai fait les statistiques à l'UNIAM, et quand on parle d'importation de craie aujourd'hui, c'est des milliards de francs CFA. Et quand je jette un coup d'œil quelque part, c'est que je vois des jeunes frères diplômés, sans emploi, et que nous avons l'ambition de recruter d'ici l'horizon peut-être 2022, 200 voire 300 employés. Je me dis que quand on fait la comparaison entre un Béninois lambda et peut-être importer la craie, c'est vachement mieux pour nous en tant que Béninois de produire made in Bénin et de consommer made in Bénin. Après, on peut faire le débat pour tout, hein. Les stylos, gomme, crayons, fourniture scolaire, papier. Enfin, il y en a tellement. C'est vrai. Bien sûr. Ah bon, l'expérience a démarré comment? Alors, l'expérience a démarré, je vais dire, quand on a eu le bac. Tu vois, quand on a eu le bac, on a constaté tout simplement qu'il y a ce côté où tu as bien envie d'aller à l'université, où tu veux étudier, tu veux devenir un grand quelqu'un, un bureaucrate et tout ce qui va avec. Et au-delà de ça, on constate que juste après peut-être le diplôme, ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Je raconte une petite anecdote. Moi, j'ai un ami qui, quand on a commencé les cours à l'université, il se disait, si moi je finis les cours, on était en deuxième année de statistique à l'UNIAM, il disait, si moi je termine les cours, si quelqu'un me prend, un chef d'entreprise me prend, il me donne 200 000 par mois, moi je ne vais pas prendre. Et à ma grande surprise, aujourd'hui... Tu le vois se contenter de 50 000. Exactement, et tu vois, donc ça fait vraiment... À un moment donné, il s'est ressourcé et il s'est mis en face de ses responsabilités. C'est bien ça. Donc, alors, pourquoi la craie? Alors, la craie, tout simplement parce que aujourd'hui, quand... Je l'ai dit tantôt, moi j'ai fait les statistiques et quand on regarde juste l'annuaire statistique de l'UNSAE, on constate que c'est l'un des produits les plus importés, primo. Alors, deuxièmement, on a constaté sur le terrain qu'il y a plein d'enseignants qui se plaignent de la qualité de la craie, quoi qu'elle ait importée. Je veux dire, il y a des craies aujourd'hui, Eman parlait des craies qui s'entêtent en fait à écrire. Il y a des craies vraiment poussiéreuses. Quand je dis poussiéreux, c'est que il y a ce genre de craie, quand tu prends pour écrire avec, tu n'écris même pas 2 mots et tu es vidé de poussière. Oui. Tu vois, donc on tient compte de beaucoup cela et c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est implanté dedans. Primo, parce que nous voulons limiter l'importation et deuxièmement, parce qu'on s'est dit qu'on va tenir compte de la santé de nos chers professeurs que nous saluons de passage. Donc c'est un peu ça. Et évidemment, dans ce domaine, vous avez rencontré des difficultés. Quand on parle de difficultés, c'est tellement beaucoup. Mais la plus grande difficulté, c'est quoi? On a constaté, parce que on a voyagé beaucoup, un peu dans les pays voisins. Quand je parle du Nigeria, du Togo, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et un peu partout, dans l'Afrique de l'Ouest en tout cas. Et on a constaté qu'il n'y a pas vraiment une seule entreprise digne du nom qui fabrique des craies de meilleure qualité. Vous savez bien que quand on parle de craie, il y a 2 types de craies. Il y a la craie Légia, qu'on appelle communément Calo au Bénin, qui n'écrit pas du tout. Donc on s'est rendu compte que dans presque tous ces pays, ce sont les craies qui sont fabriquées. Et étant un citoyen lambda, après tout, on se dit que il y a le prix qui est mieux. Donc on va jouer sur le prix et acheter de la craie peut-être de moins de coût. Mais après, on se rend compte que ce n'est pas une craie qui écrit bien. Du coup, en fin de compte, on est obligé de s'adonner aux craies importées. Donc c'est l'une des raisons en fait, qui nous ont amenés, nous personnellement, à se jeter dans ce domaine. Maintenant, aujourd'hui, vous en faites évidemment un business. Quel est votre plan d'affaires? Est-ce que vous avez déjà peut-être mis en place votre business plan, conquérir le marché, puisque visiblement, c'est un marché qui vous tend si bien les bras, en tout cas si on vous écoute. Alors, Eman, je te remercie. Je peux la voir, la craie? Voilà. Bien sûr, bien sûr. Non, je veux tout. Ok, super, allez, fais-toi plaisir. Je veux tout. Allez, Eman, je te remercie beaucoup pour cette question. Alors, l'une des problématiques de ce domaine, en fait, nous, on a installé notre usine déjà, en bonne et dure forme, je pense, bientôt 1 mois déjà. Et l'un des grands problèmes que nous rencontrons sur le marché, c'est la question Made in Benin. Tu vois, le Béninois, quand tu vas vers lui et tu lui présentes ton produit, il se dit directement que tiens, ce n'est pas un produit de bonne qualité. Donc, il faille forcément corriger
cette idée ou je sais pas, cette idéologie. Du coup, quand on va vers un professeur, on lui expose notre idée, primo, il se dit, il est réticent automatiquement par rapport au produit. Donc quand tu le convaincs, en plus du fait que quand il prend la craie, juste la craie en main, elle est lourde en fait. Tu vois, il se dit directement que c'est sûrement une craie de bonne qualité. Il écrit avec, c'est parfait, et en fin de compte, il constate que ça n'a pas de poussière. La Belle Pro, tu vois, je manipule ça depuis un bon moment, mais il n'y a pas de poussière dans. C'est pas sali. Exactement. Donc voilà un peu. Mais en termes de business plan, on a notre business plan. Je te disais tantôt qu'on a pour ambition, à l'horizon 2022, d'employer 200 personnes. C'est bien dit et nous travaillons nuit et jour pour ça. Bah, beaucoup de courage et beaucoup de persévérance, c'est vraiment pas facile. Après, c'est un domaine, enfin, je trouve ça ingénieux, parce que je me dis, on passe à côté tous les jours, mais on fait jamais attention. En fait, oui, la bien sûr. la craie. Tu t'imagines combien d'établissements, puis combien d'écoles on a au Bénin? C'est maintenant qu'il en parle, je me dis, mais enfin, les gars, ils ont flairé la bonne affaire. En fait. Parce que je vois de la maternelle en terminale à l'université, tout le monde utilise la craie. Et quand bien même, dans certains établissements, vous avez peut-être des tableaux où on écrit avec des marqueurs. Vous avez l'impression que la sensation d'écrire avec la craie est toujours particulière. On a cette communion avec la craie et cette facilité à travailler avec la craie plus qu'avec les marqueurs. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise avec les marqueurs. Lorsqu'on écrit sur des tableaux, marqueurs, oui, d'accord, ça fait chic, ça fait... Ouais, ça. Évidemment, tu n'es pas sali, enfin, ça ne te salit pas, il n'y a pas de poussière et tout le reste. Mais il y a... T'es habitué à la craie, simplement, c'est un peu comme le stylo, c'est un peu comme le stylo et la machine, l'ordinateur. Tu as l'impression d'être plus inspiré quand tu écris au stylo que quand tu tapes sur une machine. Et moi, personnellement, si tu veux m'envoyer une lettre, écris-moi au stylo, en fait. Tu m'écris une lettre avec une lettre saisie. C'est pas chic, en fait. Ça fait pas naturel. Et si on a posé dans la plume, je ne serais pas contre en plus. En plus, attention, on se retrouve à quelle époque déjà? Quelques années en arrière quand même. Bah, les stylos sont apparus il n'y a pas si longtemps. On n'a pas encore, c'est pas 25 ans de pratique avec le stylo. C'est tout récent, même au début des années 2000, les gens avaient encore la plume. Bien sûr, je profite pardon de l'occasion pour dire que notre ambition vraiment derrière la chose, c'est que on a pour idée d'être le géant en Afrique des fabrications des didactiques scolaires. Donc on a également les stylos, les gommes, les crayons et tout ce qui va avec. On y travaille toujours actuellement au labo. On y travaille toujours. Exactement. Rebecca, tu avais quelque chose à dire? Puisqu'on parle de la qualité, est-ce qu'on peut avoir une idée de la matière utilisée pour ces craies? Alors, un de nos principes ici, c'est que nous travaillons bien évidemment avec du calcaire. Et toutes les matières premières que nous utilisons sont, c'est-à-dire c'est made in Bénin. On le prend au Bénin, c'est sur place et on travaille ça pour donner un produit fini qui est la crème. Et selon vous, quelles sont les clés du succès en entrepreneuriat? Alors, les clés du succès en entrepreneuriat, vous savez, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais pour moi, le numéro 1, c'est le travail sans relâche. C'est le travail sans relâche parce que tu vois, en entrepreneuriat, parfois tu fais tes calculs, tu es tout droit dans ta ligne de mire et tu constates que, je sais pas, une imprévue qui descend sur toi comme si de rien n'était, quoi. Donc, il faut avoir vraiment la tête forte et passer le cap. Mais dernière question, avant peut-être de vous laisser partir, je sais pas. Avant ma dernière question, bien évidemment. Alors, vous avez fait les statistiques, tu as fait donc statistiques à INEAB. On sait que c'est l'une des filières, généralement, je vais dire où les gens ne chôment pas. Jusqu'à un passé récent, on avait besoin de statisticiens. Le besoin sur le marché se faisait sentir. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas pu trouver de l'emploi que tu t'es lancé, tu t'es dit « Ok, je crée mon propre business » ou c'est parce qu'à un moment donné, depuis, tu rêvais « Je serai toujours businessman, c'est mon idée, je fonce là-dedans et puis il n'y a rien à faire, c'est mon rêve. On peut me donner des millions, je n'en veux pas, je veux créer mon business. » Merci pour la question. D'abord, je tiens à dire ceci. Dans un passé récent, je dis il n'y a même pas 6 mois, j'étais employé dans une entreprise de la place et bon, je ne veux pas me jeter des fleurs ni faire la bouche mielleuse. Le salaire pardon, ça cartonnait en dehors 50 000 et 300 000. Donc, pour un jeune béninois, peut-être en griffe de 23 ans, 24 ans, je pense que c'est la belle vie. Mais malgré ça, je me suis dit que bon, en fait, j'ai toujours eu cette idée d'entreprendre moi-même, d'être mon propre chef.
et voir ce que ça va donner. Et en collaboration avec mon cher ami Abdel Moudissorbi, voilà ce que ça va donner. En clair, Donc, tu es épanoui. Bien sûr que je suis épanoui. Voilà, d'aucuns disent qu'on entreprend avec 0 franc. Vous, est-ce que vous l'avez entrepris avec 0 franc et pourquoi vous vous êtes mis en binôme? Alors, moi je suis bien d'accord, d'une part, entreprendre avec 0 franc et d'autre part, je ne suis pas d'accord. Alors, entreprendre avec 0 franc parce que tu vois, quand l'idée y est vraiment, on peut parler d'entreprendre avec 0 franc. Pourquoi? Parce que avoir l'idée, ce n'est pas un truc qu'on paye. Bien sûr, on peut acheter des informations qui coûtent très cher, je ne refuse pas. Mais d'abord, l'idée pour acheter des informations, il faut quand même avoir l'idée. Donc l'idée d'abord, je peux dire partie de 0 franc. Mais après, travailler... Il y a des portes où vous avez des ressources. Personnellement, je vais dire que bon, ça vient de Il a fait des économies quand il gagnait 300 000 francs le mois. Exactement. Et pourquoi en binôme? Bon, en binôme parce que d'abord, il faut dire qu'en Afrique, nous n'aimons pas travailler ensemble. Tu vois, et ça a toujours été le plus grand problème. Mais moi, j'ai constaté que, peut-être l'expérience que j'ai eue dans l'entreprise dans laquelle j'avais travaillé avant, quand vous travaillez ensemble, il y a cette synergie en fait. Il y a cette synergie où tu es tout droit devant, tu te dis que bon, tu as tout dans la tête en fait. Tu as tout ce qu'il faut en fait pour amener l'équipe sur l'objectif. Mais il y a un petit quelque part là qui te dit, tiens, il y a un truc que tu as oublié là, et bon, ça passe rapidement et c'est la raison pour laquelle. Alors merci à toi et beaucoup de courage pour la suite. On espère que tu vas nous revenir avec de bonnes nouvelles. Ne vous inquiétez pas, la nouvelle elle sera très très bonne, je vous assure. Rebecca, merci. Assel, merci. Herman Amélior, merci. Merci à Ariane Da Silva, grâce à qui on t'a rencontré, on t'a eu aujourd'hui sur ce plateau. Et merci à toute l'équipe technique. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure. Et en attendant, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de l'ERTB. À demain. Ciao, ciao.